Analyser et décrypter l'actualité de la semaine, c'est à ce devoir que nous nous soumettons chaque dimanche à travers l'émission Actu 7 sur 7. Alors, messieurs et dames, bonsoir et bienvenue. Dans cette émission du jour, il sera question de revenir sur la crise sociopolitique dans notre pays qui tarde à trouver une solution idoine, les diverses manifestations des partis politiques, le budget exercice 2018 revu à la baisse de 1%, les cargaisons de poissons en provenance du Bénin à destination du Togo sans certificat sanitaire sont frappés d'interdits. Et enfin, notre pays qui gagne de 17 places dans le classement en matière d'état de bonheur dans le monde. Pour décortiquer ces sujets, je reçois pour vous ce soir M. Kokou Bédi, président du parti Front démocratique libéral FDL. Monsieur Bédi Kokou, bonsoir et merci pour votre disponibilité. Merci, bonsoir également. Bonsoir aux spectateurs. Oui. C'est un plaisir. Ouais. D'entrée de jeu, nous avons l'habitude de connaître notre invité, comment s'est passé son cursus scolaire, sa vie professionnelle. Donc, un mot sur cela. Merci. De façon indirecte, vous me demandez de voir qui je suis. Voilà. Eh bien, je suis Bédi Kokou Tsanlevo. Je suis professeur de mathématiques et président de plusieurs associations. Au niveau du Togo, nous parlons de l'UFEPLA, c'est l'Union des fondateurs des écoles privées laïques du Togo. Et mes parents sont des Togolais, donc je suis Togolais. Et je suis également vice-président de AISDOP, c'est-à-dire Association intercontinentale de stratégie de développement et d'observation politique. C'est une association européenne dont au niveau de l'Afrique, je suis le président. Et voilà, et puis bon, le bonheur a fait que j'ai travaillé longtemps à l'étranger avant de revenir au Togo. Et j'ai également à mon actif une école du primaire jusqu'au lycée avec les deux options, enseignement général et enseignement technique. Voilà, l'Institut Prince Bédi qui est à Didogomé. Et finalement, arrivé au Togo, j'ai été le secrétaire général de mon ex-parti parce que je ne suis pas tombé tout droit comme ça dans la politique. J'ai milité en tant que syndicaliste, puis homme politique avec PDP, le Parti démocratique panafricain. De Bassabi Kabara. Très bien, naturellement, qui je salue. Et à un moment donné, je crois que les options politiques ne coïncident plus et j'ai préféré me soustraire et créer ma propre structure qui est FDL, Front démocratique libéral. Avant de revenir parler sur le FDL, nous aimerions savoir votre cursus scolaire, ça s'est passé au Togo ou à l'extérieur? Oui, j'ai fait l'école primaire, au Togo, le collège au Togo, le lycée au Togo, mais j'ai eu la chance de terminer le reste à l'Europe, précisément en Suisse. Sanctionné par quel diplôme? Oui, j'ai fait mon 3e cycle, le doctorat. Donc, et je peux intervenir à l'université. Voilà, je peux intervenir à l'université de Lomé, mais je préfère plutôt s'occuper de mes propres affaires actuellement. Oui. Vous êtes fondateur d'une école. Aujourd'hui, nous voyons qu'entre-temps, il y avait des grèves qui ne cessent de se répéter jusqu'à ce que l'État ne prenne des décisions, surtout au niveau de l'enseignement privé. Est-ce que cela, le prolongement de l'année scolaire, n'a pas des incidences sur vos activités? Mais naturellement, vous voyez que si... Bon, au Togo, nous avons remarqué que l'enseignement public couvre tout le territoire de Lomé à Saint-Cassé, partout dans les villages. Quand l'enseignement technique est malade, automatiquement, ça a des répercussions sur les écoles privées. Néanmoins, la grève décrétée par les enseignants au niveau officiel n'a pas tellement perturbé les écoles privées parce que nous nous sommes arrangés pour ne pas tomber dans ce trou. Bon, pourquoi cette grève perdue? Ce n'est pas d'aujourd'hui. J'ai l'impression que
les autorités du ministère de l'Éducation nationale. Tous ceux qui sont passés, tous les ministres, aucun n'a cherché à résoudre de façon définitive le problème des enseignants. Et nous trouvons que c'est triste. Et c'est la faute à qui? Mais qu'est-ce que les enseignants réclament? Ils réclament seulement les meilleures conditions de vie et de travail. Mais si l'État ne l'a pas inscrit au budget pour pouvoir bien payer les enseignants, il peut faire une mobilisation de fonds internes. La cotisation, d'abord l'écolage que les élèves payent, les parents payent. De Lomé à 5 ans, nous allons mettre tous les enfants ensemble, on peut avoir au minimum 1 million d'élèves qui fréquentent. Mais aujourd'hui, l'État a adopté la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Je parle de oui. D'abord, là même aussi, c'est une erreur. Parce qu'il ne faut pas faire plaire à une population en décrétant. C'est une erreur. C'est une erreur très grave. Pourquoi? Mais est-ce que vous pensez que dans les établissements primaires, au niveau officiel, c'est combien d'abord l'écolage? À notre temps, c'était 3000 quelque chose, je ne sais pas si avec le temps... Mais exactement, au niveau, actuellement, ils ne payent pas grand-chose. Ils payent 2000 et quelques. Maintenant, quand on dit que c'est gratuit, le parent croit que c'est l'État qui doit tout faire. Avant de décréter la gratuité, il faut voilà, ça dit qu'il faut un enseignement civique pour faire comprendre aux parents que le reste, c'est à vous de le faire. Donc, ce n'est pas une gratuité, mais une suppression des frais de scolarité. Je pense, c'est ça. Et actuellement, les parents qui n'ont pas compris ont poussé plutôt leurs enfants dans des situations extrêmement difficiles. Parce qu'avant de décréter la gratuité, il faut voir quelles sont les conséquences. Voilà. Et les conséquences, peut-être l'État ne l'a pas vu dans les médias. Automatiquement déclaré, eh bien, toutes les écoles officielles ont eu de surplus. D'abord, ils n'ont pas suffisamment de structures pour accueillir les arrivants. Et donc, dans les salles de classe, on a de 100 à 120, 130 par classe. Alors que la méthode pédagogique ne peut pas absorber. La vraie méthode, c'est ici, j'ai l'impression qu'on préfère plutôt demander aux enseignants de faire le gardiennage. Et c'est scandaleux pour l'avenir. Le gardiennage en quel sens? Oui, c'est-à-dire, bon, les enfants sont nombreux, l'enseignant ne peut pas couvrir tout le monde, il ne peut pas enseigner comme ça se doit. Il vient, il les garde, à la fin de l'heure, il les libère, il part à la maison, ça c'est fait le gardiennage. Mais il a un enseignement à donner, il a un programme à véhiculer. Mais quand vous avez une classe de 120 élèves, quel que soit votre génie, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Et quand vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, vous faites le gardien. Et en tant que pédagogue, quel est le nombre effectif normal dans une classe? Bon, nous sommes en Afrique. Et si humainement, on peut aller jusqu'à 50 à 60 élèves au maximum, je crois que l'enseignant peut le supporter. Mais quand ça dépasse, ça devient un problème. Tenez par exemple, si je prends un prof de français, là nous sommes au collège. Lui seul, il va faire la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison, les dictées, les orthographes corrigées, tout ça là. Il lui faut au minimum 7 évaluations. Mais s'il a déjà 100, il faut voir ça faire 7 multiplié par 100. C'est trop, il ne peut pas. Quel que soit son génie, il ne peut pas. Il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Le comble est que, ce que je n'arrive pas à comprendre, et ça me fait mal parce que je suis parent d'élèves. Il y a des parents qui n'ont pas suffisamment de moyens. Mais ils se taisent, ils ne disent rien à propos de, je peux l'appeler surpopulation. Mais je pense que ça arrange les parents parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus de scolarité. J'envoie mon enfant et puis à la fin, il revient, il doit aller à l'école. L'État assure le reste. Donc, mais l'État n'assure absolument rien. L'éducation, c'est d'abord l'affaire des parents. L'État ne lance que la politique d'éducation. Le reste, il appartient aux parents de les cadrer et de les suivre. Si vous ne cadrez pas bien, vous ne les suivez pas, eh bien vous allez faire des enfants, mais des enfants qui ne vont pas vous servir demain. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, il y a certains enfants en cours de route qui deviennent des délinquants. Parce que dans ces conditions, l'enfant ne peut pas avoir le goût d'apprendre. Parce qu'à l'école, c'est ça, il faut arriver à donner le goût à l'enfant. C'est un phénomène qu'on déclenche. Même, vous voyez, comme vous êtes universitaire, vous verrez que certains de vos camarades en cours de route, ils abandonnent sans raison. Parce qu'ils ont perdu le goût de venir. Compte tenu des difficultés, compte tenu de ce qu'ils constatent, ils n'ont plus le goût. C'est ça.
Et aujourd'hui, pour revenir toujours dans le cas scolaire, moi j'ai eu à discuter avec certains enseignants du privé qui disent que le prolongement de l'année ne les avantage pas en matière pécuniaire. Naturellement, puisque nous sommes, vous savez, au Togo, et les écoles privées sont mal loties. Parce que l'État ne nous donne pas de subvention. Et qu'est-ce qui se passe? Le fondateur d'école est à la fois celui qui doit assurer le paiement et il est le seul à assurer les taxes qui viennent d'ailleurs, la caisse nationale, ainsi de suite. Donc, à la fin, il est essoufflé. Je vous dis qu'il y a certains de nos camarades fondateurs qui disent « Nous allons fermer cette année ». Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas arrivés à réaliser leur rêve, c'est-à-dire rendre l'enseignant heureux. Ils ne sont pas arrivés à le faire. Et c'est dommage. C'est dommage, ça nous touche. Et c'est scandaleux. C'est très grave ce qui se passe. Peut-être l'État, dans sa vision future, peut chercher à voir dans quelle mesure l'État peut nous aider. Vous voyez, je ne sais pas, au Togo, nous avons le génie. Quand nous avons créé l'Union des fondateurs des écoles privées laïques, probablement c'était en 2002. Mais dites-vous que les autres pays, c'est-à-dire les autres organisations des fondateurs d'écoles, qui sont venus d'ailleurs du Burkina, du Mali, pour s'inspirer de votre voilà, expérience. oui, et nous avons reçu une délégation canadienne, une forte délégation qui est arrivée du Canada. Mais quand ils ont lu nos documents, ils ont trouvé que nous sommes sur la bonne voie. Mais quand ceux-là ont pris nos éléments, ils sont partis chez eux, mais le gouvernement a compris. Et tenez-vous bien, le Burkina, cette délégation burkinabé que nous avons reçue ici, mais dites-vous, ils sont arrivés dans un jet privé. Oui. Et chacun pour leur déplacement un minimum de 2 millions de francs CFA. Et quelle action menez-vous pour interpeller le gouvernement en ce sens? Mais nous travaillons. Nous travaillons régulièrement avec l'autorité pour dire qu'il nous faut des subventions. Sinon, les écoles privées vont mourir une à une. Et actuellement, je l'annonce, d'ici le vendredi prochain, je crois qu'on aura une assemblée générale qui va nous permettre de débattre encore de la question et de soumettre encore à nos ministres de tutelle pour que, dès qu'ils vont se présenter au Conseil des ministres, ils reposent le problème sur le terrain. Parce que nous, on a déjà tout fait. On revient alors à votre parti politique. Vous êtes responsable d'un parti politique FDL. D'abord, c'est le Front démocratique libéral. Comment ce parti est né? Oui, le Front démocratique libéral est né d'un constat. Le constat est que, d'abord, le programme politique que les autres partis politiques mettent sur le terrain n'arrive pas à nous convaincre. Et il fut un moment, avec des amis, nous avons analysé la situation politique de notre pays et nous nous sommes dit, nous allons apporter une nouvelle touche. Et la nouvelle touche, c'est ça qui nous a conduit à la création du Front démocratique libéral. Et quelle est cette nouvelle touche? Eh bien, nous disons qu'il nous faut un programme bien ficelé. Si nous prenons le socialisme voire d'abord le communisme avec les grands penseurs comme Marx, Engels, Lénine, ils ont eu une vision. Et cette vision, c'était le communisme qui après a débouché sur le socialisme. Très bien. Mais si nous prenons le capitalisme, nous avons vu aussi que ce sont des valeurs, ce sont des acquis. Alors nous, on a réussi à fusionner les deux. Le capitalisme et le socialisme, ou bien? Exactement, le capitalisme et le socialisme. Raison pour laquelle nous avons dit il nous faut un programme État-entreprise. C'est-à-dire la gestion d'un pays doit se faire comme une entreprise, donc État-entreprise. C'est ce que les autres partis politiques n'ont pas. Si vous prenez le socialisme tout court, vous verrez que l'État a suffisamment de moyens, la population n'est pas riche. Mais quand vous prenez le capitalisme, eh bien, ce sont des individus qui sont vachement riches et l'État n'a pas assez de moyens. Conclusion, comment faire pour que, à la fois, l'État ait des moyens et puis la population aussi possède suffisamment de moyens pour répondre à leurs besoins. Tenez-vous bien, c'est scandaleux parfois quand
vous attendez à la télé, à la radio, que oui, et le chef de l'État a fait don de 10 paquets ou bien bon, 10 sacs de riz, ceci. Écoutez, nos pays, c'est comme nous sommes tellement malheureux qu'il faut quelqu'un qui doit nous donner à manger. C'est scandaleux. Vous voyez, quand un chef de l'État, on dit que c'est lui qui donne 20 paquets du sucre, un carton d'huile quelque part. Non, ça ne doit pas se faire. Parce qu'il faut donner des moyens à la population pour que chacun puisse répondre valablement à ses besoins. C'est ça l'homme. Et ces besoins donnés par, ou bien ces cadeaux faits aux populations, c'est au nom du parti et en tant que chef de parti et non en tant que chef de l'État. Mais je dis que c'est scandaleux. Quand vous voyez le nombre de personnes qui se présentent, ça vous a dit qu'il y a une misère criarde dans le pays. C'est grave. Il y a une misère. Vous allez voir plus de 5000 enfants qui se pointent. Ça veut dire que 5000 enfants, peut-être 4500 ou bien 4900 par an, ce n'est pas bien. Mais l'État ne peut pas tout faire. Justement, quand l'État sait bien que l'État ne peut pas tout faire, il faut essayer de repenser la façon, c'est la gouvernance, la façon de gérer et la façon de partager les biens. Si on arrive à le faire, je vous prends par exemple le cas de l'école. Mais si le gouvernement veut résoudre le problème des enseignants, mais c'est très simple. Si nous faisons une mobilisation interne des fonds, c'est-à-dire on centralise l'écolage des élèves, mais ce n'est pas inscrit au budget, mais l'État peut avoir minimum 10 à 20 milliards de francs CFA et le redistribuer dans ce secteur-là seul, le problème est résolu. Vous verrez que les enseignants seront bien payés. Allons-y un peu plus loin. Si nous prenons le cas de la santé, l'actuelle assurance est spécialement destinée aux fonctionnaires. Mais est-ce que le Togo, au Togo, on a que les fonctionnaires qui vivent? Mais non. Mais l'assurance couvre actuellement les élèves. Oh, vous savez, au Togo, il y a des gens qui essaient de faire ressortir des petits projets pour pouvoir encore sucer ce pays. C'est scandaleux. On aurait pu avoir une mutuelle d'assurance nationale, comme les Ghanéens l'ont fait, et permettre à tout le monde, à la fin de chaque année, nous faisons une petite cotisation, et cette cotisation va permettre à tout le monde de se faire soigner comme ça se doit. On peut le faire de façon graduelle. Peut-être les pauvres, vous voyez, même si vous allez au Ghana, les indigents, je crois qu'au maximum, chacun donne 3 à 4 000 francs CFA par année. Moi, j'ai des parents là-bas et je trouve que avant l'arrivée de cette assurance, j'ai vu comment ils vivaient. Mais quand l'assurance l'est arrivée, je vous dis que les vieilles ont repris une très belle forme. Et je crois qu'on pouvait le faire. Le Togo, on devait lancer cette politique d'assurance, de mutuelle d'assurance nationale et de santé. Ça va permettre à tout le monde. Vers la fin de l'année, on fait un effort, chacun cotise 10 000 pour avoir son carnet d'assurance. S'il est malade, il va à l'hôpital, il sera bien soigné. Et vous verrez que l'assurance actuelle n'a pas ses propres structures pour soigner les gens. On utilise encore les structures du Togo, les médecins que le Togo a formés. Vous voyez, c'est que dans la formation, même jusqu'à l'application de l'emploi de ces médecins, il va falloir qu'on repense. Nous formons beaucoup de médecins, à la fin, on ne les retrouve pas sur le territoire. Ils s'en vont parce que le salaire est maigre. Mais au niveau du FDL, nous disons, si nous, éventuellement, on arrive au pouvoir, soit dans une coalition, eh bien, si les médecins aujourd'hui sont à 300, 400, 500 000, je crois qu'il faut le multiplier par 2. Le médecin et l'enseignant, il faut qu'ils... Est-ce que vous aurez la politique les moyens de votre politique? Naturellement. C'est la population qui donne des moyens. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont venus avec l'argent. Donnez-moi le nom d'un ministre, il va me dire oui, parce que quand il a quitté son village, il est venu avec 40, 50 milliards. Ils ne sont pas venus avec 1 franc. Mais ils vivent sur les efforts de la population. Mais au lieu de les distribuer de façon optimale pour que chacun puisse se retrouver, eh bien, ça ne va pas. C'est ça. Là, vous voyez, c'est arrivé même à un niveau où le chef de l'État, Foresol Zinam Nyassingbe, a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des biens de ce pays. Vous pensez que cette parole est sortie comme ça gratuitement? Mais non. Ça voudrait dire que le chef de l'État a eu le temps de réfléchir sur la question.
ça lui fait mal, ça le blesse au fond. Et il est obligé de le dire pour se soulager. Mais en tant que chef de l'État, il peut prendre des dispositions pour mettre fin à cela. Mais justement, prendre des dispositions pour mettre fin à cela. Est-ce que lui-même, en tant que chef de l'État, est-ce qu'il a les mains libres? Mais il est chef de l'État. C'est une question, oui. Il est le président, il a le ministre de la Défense, il a les mains libres. Oui, vous pensez? Moi, je pense que un petit groupe s'est accaparé du chef de l'État. Je vous donne un exemple. Nous n'étions plus en période électorale. Mais quand les marches ont commencé, eh bien, il y a la force politique qui le soutient à 100%. Eux aussi, ils ont fait une marche et en portant un tricot où il y a l'effigie du chef de l'État. Alors, on n'est pas en campagne électorale. C'est scandaleux. Mais de l'autre camp aussi, il y a des... Non, ils ne portent pas leur effigie. Ils peuvent porter le titre portant le nom de leur parti politique. Mais en le mettant, c'est pour dire que le chef de l'État nous appartient. Non, là, je ne vous comprends pas. Par exemple, quand je prends l'ANC, oui. Mais l'ANC porte des t-shirts, mais ANC. Et ça s'arrête là, avec leur logo. Et quelle est la différence avec de l'autre côté? Mais justement, ils n'ont pas porté leur logo, ils ont porté, il y a l'effigie du chef de l'État. Attention, il y a nuance. Quand le chef de l'État a été élu, nous ne sommes plus en période de campagne. Il a été élu, le match est terminé. C'est fini, nous ne sommes plus en campagne. Mais quand quelqu'un utilise encore ces images pour pouvoir nous faire comprendre que c'est nous, c'est une usurpation de nos biens. Parce que le chef de l'État en ce moment n'appartient plus à un seul parti politique. Il est le président du Togo et non le président d'un parti politique. C'est là où je veux en venir. C'est la nuance. Beaucoup ont vu, mais ils n'ont pas décrypté l'image. C'est ça. C'est ce qui se cache sous. C'est clair maintenant? Voilà. On est déjà sur le plan politique. Depuis plus de 10 mois, le Togo est secoué par une crise qui ne dit pas son nom. Quelle lecture faites-vous de cette crise? Mais la crise politique, en réalité, si les acteurs veulent trouver une solution, ils peuvent. Mais j'ai l'impression que des deux côtés, il y a une incompréhension qui s'est installée et c'est le Togo qui souffre. Mais cette crise est arrivée pourquoi? La crise est arrivée parce que la gouvernance a connu des ratés. Le chef de l'État, il y a des gens qui font de n'importe quoi, ils détournent l'argent. Le chef de l'État ne les tape pas. On peut taper, est-ce qu'il est au courant? Mais écoutez, vous de la presse, je crois que, tenez-vous bien, il y a eu un rapport au niveau de l'Assemblée où on a dit, nous avons pris ces milliards pour faire autre chose au lieu que de faire ça. Mais aux députés de réagir et d'interpeller le ministre en charge de ce département. Naturellement, c'est à l'Assemblée où ils ont parlé. Mais il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de sanction. Et ce n'est pas bien. Il n'y a pas eu de sanction, ce n'est pas bien. Nous disons que c'est un abus. On abuse l'autorité du chef de l'État. Vous voyez, ça c'est un. Même quand le président est arrivé au pouvoir, il y a eu une situation difficile. Des morts d'hommes. Et arrivé à Tapamé, il a utilisé une phrase « plus jamais ça ». Mais ça voudrait dire que vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi. Je ne veux plus qu'on verse le sang d'un Togolais. Mais est-ce que les gens ont respecté? C'est un ordre donné. L'ordre là, quelqu'un le dira, c'est plus que militaire. Plus jamais ça. Mais les gens ont outrepassé. Ils ont fait pire que ça. Mais est-ce qu'une fois vous avez... On n'a plus vécu pire que 2005. Oui, mais c'est là où je dis, hein, est-ce que vous avez entendu qu'on a interpellé quelqu'un pour lui dire, faites ceci? Mais non. Mais vous voyez, c'est pourquoi on dit souvent, dans nos écoles, il faut savoir punir un enfant. Quand la méthode que vous utilisez pour punir un enfant dépasse les normes, on vous rappelle à l'ordre. Donc le président de la République doit rappeler un certain nombre d'individus à l'ordre pour que nous puissions voir si réellement nous sommes dans un État démocratique. Donc on n'est pas dans un État démocratique selon vous? Mais ce qui se passe actuellement, si vous, en tant que chef de l'État,
Vous laissez les autres faire ce qu'ils veulent faire. Les interdits, on tape par ici, on ramasse les instruments. Mais je ne pense pas que c'est Faure et Swaziland qui a donné l'ordre à ces gens-là. Faites-moi ça. Je ne pense pas. Il y a certains qui autour de lui font trop de zèle. Et quand on fait trop de zèle, on risque de casser tout. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi je dis, certains veulent le contenter, excellence, on va interdire, on va faire ceci. Mais en allant, ils font des erreurs. Tenez-vous bien, il fut un moment où il y a eu l'incident de Dapaon, où nous avons perdu nos jeunes enfants. Deux élèves, très bien. Et puis... Mais sur ce point, quand le président de la République a rehaussé le ton, vous avez vu que les manifestations qui ont suivi après, il n'y a pas eu de problème. Et je me suis dit, pourquoi on ne peut pas le faire tout le temps comme ça? Puisque marcher est un droit constitutionnel. Alors, si les gens veulent marcher, laissez-les marcher. Mais vous les cadrez et puis le problème est résolu. C'est ça. Mais empêcher, d'abord, pourquoi le pouvoir? Est-ce que c'est le pouvoir même qui a peur? J'ai l'impression que quelqu'un a peur quelque part. Non, mais le pouvoir est dans son rôle régalien. Oui, mais si je... Mais l'opposition aussi est dans ses rôles. On dit, en tant que citoyen de la République, si nous sommes dans une République, eh bien, si vous n'êtes pas d'accord, vous devez manifester sur des points précis. Mais les gens manifestent, il faut les laisser manifester. Mais en même temps que certains manifestent, d'autres profitent pour détruire les biens publics. Alors là, je crois que ça dépend aussi de l'encadrement. Parce que s'il y a entente entre les organisateurs et l'autorité, il ne peut pas avoir des classes. Mais vous savez, la nature humaine est complexe. Et d'ailleurs, ça se résume. La faim qui prend tout le monde, les jeunes qui n'ont pas du travail, bon, peut-être ils se disent, quand une manifestation arrive, bon, on peut faire de n'importe quoi pour pouvoir dérober 2 pains, 3 pains quelque part et aller se satisfaire. Bon, moi je pense que les gens réagissent peut-être, parce que moi je n'ai pas été témoin où on casse un magasin, je n'ai pas été, puisque nous ne marchons pas, mais nous parlons. Oui. On parle vous optez pour la discussion. Oui, on opte pour la discussion et des deux côtés, nous avons écrit aux deux camps et nous avons donné notre vision. Et d'ailleurs, nous sommes aussi membres d'un petit regroupement que nous appelons les rectificateurs pour l'unité nationale. La vision est de dénoncer tout ce qu'on a fait de mal et de les corriger. Là, on peut aller vers l'unité nationale. Donc vous venez de dire que vous aimez les pourparlers. Donc il y a eu un dialogue qui est ouvert depuis février et qui a de la peine à prendre fin. Même les acteurs ne se retrouvent plus. Nous avons dit exactement sur ce plateau, je ne sais pas dans quelle émission, c'est une émission en éveil ici, que les deux parties sont mal partis, comme dira quelqu'un. L'Afrique est mal partie. Ils sont mal partis pour aller dans ce dialogue. Pourquoi? Parce que l'opposition et le pouvoir se sont tellement fait du tort que chacun est resté sur ses gardes avant d'aller à ce dialogue. C'est ça qui a fait que nous avons déjà prédit que le dialogue ne trouvera pas une suite immédiate. Ah bon? Oui, c'est pourquoi le facilitateur, le Ghanéen, il est venu, il a fait un aller-retour combien de fois. C'est comme nous sommes au point de départ, les partis politiques se sont transportés vers Accra plusieurs fois et n'ont rien trouvé comme solution. Nous sommes dans l'impasse. Oui, nous sommes dans l'impasse. Seule une seule personne peut débloquer la situation. Et qui est cette personne? C'est Faure et Swaziland Gnassingbé. En quoi faisant? C'est lui qui a la clé de la solution. C'est lui seul qui a la clé. Je vous dis la vérité. Quel que soit Alpha, nous avons fait notre analyse et nous avons tiré la conclusion. Vous savez, dans toute situation donnée, il est le seul à se sacrifier. Mais s'il ne veut pas se sacrifier, et je ne sais pas, il ne veut pas se sacrifier, pourquoi? Il protège qui? En ce moment-là,
ce dialogue n'aura jamais une solution fiable pour le Togo. Vous parlez de sacrifice, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il est grand. Il comprend ce qu'il doit faire. Moi, je ne vais pas lui dicter. Après tout, nous sommes sur un plateau et après tout les téléspectateurs. Mais je crois que tout spectateur peut comprendre. Si je tiens la barre de la famille et après réunion de famille, on me dit, ben, grand frère, vous voyez, sacrifiez-vous pour qu'on puisse trouver une vraie solution. Ce que je tiens, si je laisse, la famille dit, bon d'accord, maintenant, on peut avancer. Mais quand je garde ça, parce qu'il y a nuance, nous sommes en face du droit. Le droit dit que c'est comme ça. Mais humainement, moi, je dis que je vais le faire comme ça pour couper. Est-ce à dire que vous optez pour les propositions de la C14 en recommandant qu'on revienne à la Constitution de 92? Même la Constitution de 1992 a des lacunes. Bon, je ne sais pas, vous savez, dans toute situation, ça dépend de la manière le problème est introduit. On dit, ben, effectivement, le président, après le 19 août, et Sozina Nyasingbe a envoyé cette loi à l'Assemblée. Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cette loi au niveau de l'Assemblée? C'est là où se situe la vraie réponse. Quand c'est arrivé à l'Assemblée, les députés de l'opposition ont dit « Nous voulons le retour intégral de la loi originelle ». C'est bien, c'est arrivé. Ceux du pouvoir, de la mouvance présidentielle aussi dit « Bon, nous, il y a des éléments qu'on veut changer ». Et subitement, le président de l'Assemblée n'a pas su jouer le fair play aux deux partis. Quand on est en face de deux oppositions, il faut laisser le temps résoudre la situation. Mais il est d'une tendance. Mais je ne refuse pas. Écoutez, c'est-à-dire que quand on est député, c'est là où j'en reviens. On n'appartient plus à son parti politique là. On est pour le Togo là. C'est pour le Togo on parle. On ne parle pas de unir, de FDL. Si demain on arrive au niveau de l'Assemblée, nous allons dire, bon, qu'est-ce que FDL va faire pour que ça profite à FDL? Mais ça, ce n'est pas gouverner un pays ça. Hein? Vous voyez, ce n'est pas gouverner un pays. Nous sommes là, c'est pour tous les Togolais et toutes les Togolaises. Mais on ne coupe pas l'arbre dans lequel on mange. Mais est-ce que c'est couper ça? Regardez, la loi de 92 arrive au niveau de l'Assemblée. Quelle serait la bonne méthode? Le président de l'Assemblée, d'ailleurs, ils ont une commission. Soit je renvoie cette loi à la commission. Bon, réfléchissez, 2 jours, 3 jours, et venez me rendre compte. Chaque parti, y compris les membres de l'opposition, comme les membres de la mouvance, ils vont travailler sur la loi. Maintenant, nous sommes enseignants, parce que nous avons notre méthode de voir les choses. Quand il y a difficulté, on prend la loi de 92, article numéro 1, face à face. On donne la lecture. Ça marche, c'est OK. On avance. Article numéro 2. Ainsi de suite. Jusqu'à arriver à l'article où il y a problème. Donc vous revenez à la proposition comment l'appelle-t-on, de l'opposition? Non, mais est-ce qu'au niveau de l'Assemblée, c'est ce que l'opposition avait demandé? Oui, l'opposition avait voulu qu'on amende au moins quelques articles. Non, le problème, c'est-à-dire, c'est pourquoi je dis ça dépend de la manière le problème est posé. Je peux vous donner 10 millions, mais je vous insulte bien. Vous aurez des difficultés pour prendre ces 10 millions. Mais si j'ai une façon de le dire, mon frère, j'ai compris que c'est un peu difficile. Mais compte tenu de tes efforts, voici ce que je te donne pour t'encourager et tu vas régler les problèmes de famille. Cette parole-là, elle est bonne. Tu vas accepter sans rouspéter et tu me diras après tout merci. Mais ça dépend du langage que nous avons utilisé. Et c'est ça. C'est pourquoi les rectificateurs disent, d'abord, ils sont pressés rapidement pour faire voter, dire qu'on doit aller au référendum. Pourquoi? Les députés de la mouvance aussi ont agi ainsi. Mais si l'autre côté n'arrive pas à comprendre, il vous appartient. Parce que c'est pourquoi je dis que nous sommes là pour le Togo ou bien nous sommes là pour nous-mêmes. Si c'est pour nous-mêmes, ce qu'ils ont fait, c'est bien pour eux.
Mais si c'est pour le Togo, les deux partis ont échoué. Donc vous pensez que nos députés ne sont pas là pour le Togo, mais ils sont là pour leur... Oui, la méthode qu'ils ont utilisée spécialement concernant le règlement de ce problème, j'ai trouvé qu'elle est un peu hâtive et puis ça n'a pas donné satisfaction au peuple. Ce n'est pas bien. Et si vous étiez à leur place, qu'auriez-vous fait? Mais voilà ce que je dis, nous allons procéder une à une. La lecture, première lecture, deuxième lecture. Nous avons écrit au président de la République, lui demandant de demander, le priant bien sûr, de demander au président de l'Assemblée nationale de reconvoquer tous les députés, de faire une première et deuxième lecture de la question. Ça peut se faire. D'abord les lois. Et il y aura forcément des points d'achoppement. Mais justement, quel est le problème? Quel est le problème? Parce que... Il y a une petite portion de phrases qui... En aucun cas. Mais il y a déjà cet article qui dit on est éligible une fois. Renouvelable. Voilà, ça dit que 2 fois non renouvelable. Je crois que ça résout ce problème. Même si on ne vient plus dire en aucun cas nul ne peut patati patata. Ça résout quand même le problème. Nous sommes, tu sais, dans une réflexion mathématique, on dit que l'axiome là a déjà donné solution à cette phrase. Donc vous pensez que seulement si on maintient la phrase, le président est élu pour un mandat renouvelable une seule fois, c'est fini, on n'a plus besoin de mettre la portion en aucun cas. Oui, le président est élu pour un mandat de 5 ans. Mais dans la constitution d'autres pays, par exemple le Burkina, le Bénin, en aucun cas, s'y figure. Mais c'est pourquoi je dis ça dépend de la manière on interprète. Vous voyez les avocats, eux ils utilisent la loi. Même s'il y a un condamné, on prend quelqu'un en flagrant délit d'un crime, ils vont utiliser les failles de la loi pour le faire sortir. C'était ça. Moi, j'aurais voulu qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on ouvre un débat autour de la question pour permettre à tout le monde de voir jusqu'où on peut aller. Tenez-vous bien, le cas du président, non pas le président, non, sénégalais, Wade. Abdoulaye Wade, quand il avait changé la constitution, il voulait se présenter pour la 3e fois. On a dit non, on ne peut pas se présenter parce que. Maintenant, c'est le droit qu'on a utilisé à ce niveau pour faire comprendre à la population que, attention, il peut. C'était ça. Donc, on peut ouvrir un véritable débat autour de la question et permettre à la classe togolaise, la classe politique togolaise, d'appréhender les failles de la loi et dès qu'il y aura un nouveau gouvernement, de corriger. Maintenant, il n'y a pas eu ce véritable débat autour. Mais il y a le manque de confiance. Mais justement, on ne peut pas gérer un pays s'ils ne sont pas ensemble. C'est là le danger. Le Togolais est méfiant. Même ceux qui sont avec le patron, ils sont trop méfiants. Quand vous questionnez quelqu'un, il ne te répond pas. C'est comme il a peur, s'il dit quelque chose demain. Et ceux qui rapportent aussi au président, et ceux-là aussi, ce sont des gens, ils sont des gros menteurs. Ils mentent, ils mettent le pays en difficulté. Ce n'est pas bien. Nous allons revenir à la question du dialogue. Certaines langues pensent que le facilitateur est fatigué de nous parce que chacun campe sur sa décision. Mais le facilitateur a raison. Vous savez, la politique au Togo, même quels que soient les diplômes que vous pouvez venir brandir, quand vous arrivez au Togo, faites-vous tout petit, parce que c'est complexe. Ouais. Il y a un chapitre en mathématiques qu'on appelle les nombres complexes. Il y a le réel et l'imaginaire. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever et venir dire que nous pouvons régler les problèmes des Togolais comme ça, tant que les Togolais eux-mêmes ne veulent pas. C'est pourquoi j'ai dit entre-temps que la clé de la résolution de ce problème, voilà, cette clé, c'est Faure Eswazina Gnassingbé qui la détient. Nulle personne ne peut le faire, c'est lui seul. Et le président ghanéen n'a pas cette possibilité de convaincre son homologue à prendre cette clé et à résoudre une fois pour de bon. Bon, il y a d'abord la conscience humaine et
la raison. Nous savons très bien que derrière Fort Essazina Gnassingbé, il y a toute une pléiade de partisans qui sont chauds sur le chemin. Excellence, ne cédez point. Et lui aussi ne cède pas. Mais cette situation peut avoir une solution facile si, au départ, le chef de file de l'opposition avait adopté aussi un comportement rigide. Non, avait adopté un comportement de convivialité. Voilà. Pourquoi? Parce que, vous savez, au temps de Yadema, il n'y a jamais eu un chef de file de l'opposition qu'on a nommé. Yadema gouvernait tranquillement comme dans un grand royaume, tout le monde lui fait allégeance et il est content. Ça, c'est le passé. Maintenant, la situation politique a évolué et nous avons un chef de file de l'opposition. Attention, c'est bien écrit, chef de file de l'opposition togolaise. Ça voudrait dire que quand tu te réclames de l'opposition, tu as pour chef telle personne. Voilà. Maintenant, du moment où ce décret a été signé, la première des choses, même si on n'aime pas la tête de la personne, la première des choses, c'est d'écrire et de remercier celui qui a signé le décret. Pour dire Excellence, merci. Mais c'est de lui vouer allégeance. Non! Voilà, c'est là où nous tombons toujours dans l'erreur. Mais regardez les Ghanéens. Au temps de Rawlings, le chef de file de l'opposition est tout à côté du président Rawlings. Mais pourtant, aux élections, il est passé. Mais c'est qu'au Togo, on est trop susceptible. Il y a trop d'hypothèses qu'on développe. Parce que moi, je donne la main au président Faure, donc automatiquement, je suis vendu. Mais ce n'est pas possible. Nous sommes dans quelle république là? Une république bananière où tout le monde reste. Imaginez M. Jean-Pierre Fabre écrire une lettre au président de la République lui disant que je vous remercie. C'est comme si... Mais écoutez, le président de la République représente une institution. L'institution est la République du Togo. D'abord, en amont, il n'a pas reconnu l'élection du président de la République. Mais maintenant, pourquoi il aime qu'on l'appelle chef de file de l'opposition? Moi, il faut qu'on quitte la contradiction. Pourquoi maintenant on l'appelle chef de file de l'opposition? Il n'a qu'à écrire aux radios et aux télé pour dire que je ne suis pas le chef de file de l'opposition. Il n'a qu'à écrire pour dénoncer ce document. C'est là où je veux en venir pour dire soyons objectifs. On vous envoie un document pour dire désormais vous êtes reconnu comme le chef de file de l'opposition. La première des choses, c'est de dire merci à celui qui a envoyé, qui vous a donné le document. Maintenant, le travail est à faire. Vous lui direz, Excellence, j'ai reçu votre document et je vous remercie. Bon, il y a exigence. Je vais aller en arrière, consulter tous les chefs des partis politiques et ce qu'il faut pour le Togo, je reviendrai et nous allons avancer. Mais il convoque une grande réunion, peut-être la première fois, et il n'y a pas un bureau. On va à bâton rompu, chacun essaie de parler. Maintenant, il nous propose qu'il va falloir qu'on puisse avoir un petit bureau pour pouvoir gérer cette opposition-là. Parce que tant qu'on ne gère pas, on est dans la gabegie. On se lève aujourd'hui, on fait ce qu'on ne doit pas faire ou on fait ce qu'on estime que c'est bien. Voilà. Et on tombe dans des erreurs. Mais après tout, il va recenser tous ces problèmes. Maintenant, il ira encore le soumettre à celui qui l'a nommé chef de file de l'opposition. Même si c'est pas ses propres mérites. Mais tenez-vous bien, si vous faites un concours, vous êtes le meilleur. Tant qu'on ne vous a pas déclaré, mais vous restez dans l'anonymat. Mais du moment où il a été déclaré que c'est lui, mais on le suit. Mais ça n'a pas été fait. Il n'a pas convoqué les chefs de file des partis. Nous sommes minimum 100 et quelques partis politiques. Bon, ils regardent quels sont ceux qui sont avec le pouvoir. Ils voient la mouvance et ceux qui ne sont pas avec le pouvoir, automatiquement sont dans l'opposition. C'est comme ça, ça doit fonctionner. Mais maintenant, il y a de ces, on dit oui, parce que non, il fait ce travail-là. Maintenant, dès qu'il va finir, il repart pour voir le président de la République, pour dire, Excellence, voici ce que nous avons décidé. Mais le président regarde, ça, on peut le faire. Ça, on ne peut pas le faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'on le fera après. Ça, là, ça demande une réflexion.
Ça, dans les médias, on peut le faire. C'est comme ça qu'on doit avancer. Si c'est fait dans ce sens, vous verrez que le chef de file de l'opposition va rencontrer régulièrement le président de la République au nom des partis politiques de l'opposition et non de l'ANC. Il va falloir que les gens comprennent très bien. Maintenant, si les partis rencontraient le chef de l'État dans l'option de trouver une solution à nos problèmes, mais c'est lui le gagnant d'abord. Et après tout, nous qui sommes derrière lui. Mais ça n'a pas été fait. C'est ça qui fait en sorte que vous allez voir tous les autres partis politiques, chacun essaie de créer un petit groupe, patati patata. Même si nous créons des petits groupes, ce petit groupe-là, ou bien ces groupes, on peut les intégrer. Mais il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez encore faire front commun et aller avancer et faire des propositions au chef de file de l'opposition. Nous avons écrit. Et il ne nous a pas répondu. Voilà. Lui aussi dit qu'on ne le répond pas. Eux aussi, quand on les écrit, ils ne répondent pas. Donc, ils n'ont pas le droit d'accuser quelqu'un. Mais il y a une guerre de leadership alors. Mais leadership, écoutez, nous au niveau des rectificateurs pour l'unité nationale, on s'efface. Si aujourd'hui, le FDL peut s'effacer pour que le Togo puisse trouver une solution à sa crise, nous sommes parfaitement d'accord. Parce que nous, en tant qu'individus, nous, en tant qu'institution, mais le Togo est plus grand que nous tous. Il faut que les gens comprennent. Les gens pensent qu'ils sont plus grands que le Togo. C'est pourquoi nous sommes au point de départ. Regardez les pays qui nous entourent. Ils nous font bye-bye. Donc alors que la C14 pense que la solution est dans les manifestations de rue, et les centristes, pour eux, ils soutiennent un peu le groupe des 5 qui propose que le Togo va sortir de l'ornière à travers les urnes. Et au niveau des rectificateurs, qu'en pensez-vous? Moi, je vais d'abord répondre aux centristes. Il faut qu'ils fassent très attention pour ne pas jouer au clientélisme. Depuis quand les élections ont résolu les problèmes des Togolais ici? Les élections n'ont jamais résolu nos problèmes. Les élections organisées dans les normes n'ont jamais résolu nos problèmes. Parce que nous sommes dans une situation difficile. Maintenant, si on force pour organiser des élections, dans quelles conditions d'abord on va organiser les élections? Pour avoir encore des morts, patati patata, c'est ça? En tout cas, nous, au FDL, nous levons la main pour dire jamais on va cautionner ces genres de trucs pour que les Togolais meurent encore. Il va falloir qu'on aille très bien. La vie du Togolais dépasse même la notion des élections. Ce ne sont pas les hommes qui organisent les élections. S'ils sont tous morts, qui vont organiser encore les élections? Il faut qu'on arrive à toucher la réalité du problème. Quand je dis que le chef de l'État peut, vous savez, quand vous ratez le train en politique, c'est difficile de rattraper. Même ceux qui sont autour du chef de l'État, ils ont raté beaucoup d'occasions pour trouver une solution à cette crise. Maintenant, nous sommes arrivés dans l'impasse. On a dit que c'est la CEDEAO qui va faire quoi que ce soit. Mais si le président de la République veut, il peut couper les herbes sous les pieds de la CEDEAO en prenant des initiatives. Des initiatives des prérogatives pour le faire. Mais il a des prérogatives, après tout, nous sommes souverains. C'est le chef d'État d'un pays souverain. Il dit, bon, maintenant, compte tenu des problèmes soulevés par des Togolais, compte tenu des manifestations de tous les Togolais, de Lomé, du Togo, tout entier et à l'extérieur du pays, vu tous ces éléments, moi, en tant que chef de l'État, je décide que peut-être en 2020, ma candidature, enfin, la présentation de ma candidature doit être étudiée, tout simplement. Doit être étudiée. Doit être étudiée. Ça veut dire qu'il... vague. Oui, c'est ça. Il ouvre la voie à une discussion. Donc, il donne la possibilité que ça soit... Voilà. Ça tienne ou pas. Quand il dit que ça doit être étudié, ça voudrait dire qu'il donne la voie à une discussion, il ouvre le débat, et en ce moment-là, bon, il peut aller comme il ne peut pas aller, quand il dit que ça doit être étudié, parce que c'est ça qui pose problème actuellement. Mais au sein de sa classe politique, il y a des valeureux. Et vous pensez que ce sont ces gens qui prennent le dessus, ou bien lui-même, il en est pour quelque chose? Parce que déjà, si il ne donne pas son aval, un certain ministre ou bien un certain militant n'ira pas défendre, comment l'appelle-t-on,
Non, il y a le chef de l'État est issu d'un parti politique qu'on appelle UNIR. La procédure veut que pour une présentation à une élection présidentielle, le parti politique propose. Donc il n'y a pas encore eu un débat autour de cette question au niveau de UNIR pour que nous puissions savoir si UNIR intérim, ça... Non, ils ont eu un congrès tout récemment. Oui, mais le congrès, ce congrès, c'est pour dynamiser. Et au-delà du congrès, les marches, ce sont des marches de soutien qui disent qu'ils sont derrière. Oui, mais la décision du congrès n'a pas dit que c'est Fort et Swaziland Yassingbe que nous avons choisi pour nos élections de 2020. Est-ce que vous avez lu? Non. Et d'ailleurs, même à ce congrès, c'était opaque. Hein. Je ne sais pas si vous, en tant que journaliste, vous avez participé à ce congrès. Ça voudrait dire que, naturellement, c'est un congrès de vérité que les gens d'UNIR ont préféré garder pour eux. C'est une vérité qu'on ne connaît pas. C'est ça. Mais il peut ouvrir un débat autour de sa candidature éventuelle pour 2020. Et en bref, vous pensez que pour résoudre le problème togolais aujourd'hui, il suffisait seulement au chef de l'État de dire un mot et puis le tour est joué? Je parie que si le chef de l'État décide de ne plus être candidat en 2020, vous allez voir que la température va diminuer. Maintenant, vous savez que le règlement de nos problèmes dans les villages, parfois, quand c'est 2 ou 3 personnes qui veulent être chef et chacun tire un peu le truc de son côté. Bon, les sages qui sont là-bas pour couper court, ils disent vous 2, vous 3 là, vous restez, vous ne participez plus, quelqu'un d'autre peut venir le faire. Et en ce moment, la paix aussi peut revenir tranquillement. Espérons bien. Bon, Monsieur Bédi, cette semaine en Conseil des ministres, nous avons appris que le budget 2018 est revu à la baisse de 1%. D'abord, les budgets votés au Togo sont squelettiques. J'ai l'impression. Les gens ont beaucoup d'argent, plus que le budget de l'État. C'est scandaleux dans ce pays. Vous avez des preuves? Mais dis donc. Quand on fouille, on trouve. Nos camarades, ils ont des biens un peu partout. Ça voudrait dire qu'ils ont suffisamment de moyens qui dépassent même le budget de l'État. Maintenant, comment on peut faire un budget? Non, avec ce montant, je ne sais pas comment ils peuvent régler même les problèmes des Togolais. C'est squelettique, c'est trop maigre. Il nous faut un budget minimum de 10 000 milliards pour permettre à tout le monde, c'est-à-dire le côté santé, éducation, agriculture et avancer. Maintenant, on fait à peine 1000 et quelques milliards, on est content. Non, ça ne peut pas aller. Et maintenant, on diminue encore de 1%. Bon, la question est, dans quel secteur, eux, le gouvernement et les députés ont vu qu'il y a problème, c'est pourquoi on est obligé de diminuer de 1%. Est-ce qu'ils ont expliqué? Non, pas encore. Mais donc, les mesures seront prises certainement. Non, mais écoutez, il faudrait que ces secteurs-là soient identifiés pour dire nous ne pouvons plus investir, mais on est obligé de diminuer pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça. Ils ont évoqué des raisons. Ils disent que, en fait, le budget a été voté, mais vu non, la ils ont parlé de la crise. Non, oui, donc écoute, ça ne permet pas au secteur rémunérateur d'avoir des gains de cause. Qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Je crois qu'il y a encore une intelligence là-bas qui veut foutre un peu du bordel. Moi, je ne suis pas d'accord pour cette diminution. Parce qu'ils n'ont pas été conséquents. Quoi? Pourquoi ils diminuent? D'abord, on vous donne quelque chose, ça ne suffit pas, et puis on vient encore couper. Vous avez fait des prévisions. Maintenant, les prévisions ne sont pas dans les normes. Donc, il vaut mieux en diminuer. Mais c'est normal peut-être que quand je prends votre établissement, oui, avant la rentrée, vous avez fait des prévisions de peut-être 100 élèves. Vous avez fait un budget en fonction de 100 élèves. Et maintenant, vous avez un effectif de 80 élèves. J'aurais souhaité que les députés demandent une diminution de leur salaire de 10%, 20%. Certains pays l'ont fait. Et là, je saurais qu'ils sont là pour porter leur assistance au pays. Mais dire que c'est le budget, ils sont pressés de voter. Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, le FD n'est pas d'accord. Ce sont eux qui gèrent, ils gèrent à leur manière. Et nous trouvons que ça, ce sont des... On appelle ça des suppositions. C'est pour encore nous bluffer.
Dernier sujet dans cette émission, il s'agit des cargaisons de poissons qui sont interdites en provenance du Bénin sans certificat. Quand il n'y a pas de certificat sur une cargaison de poissons au Togo en provenance du Bénin pour le Togo, c'est interdit. Oui, moi je félicite d'abord ceux qui ont mis en œuvre leur vigilance pour pouvoir détecter ces genres de situations. Vous savez, le Togo, à un moment donné, les gens ils pensent que ici, là, c'est juste un dépotoir où ils viennent déverser leurs éléments pourris. Écoutez, c'est une affaire de santé et les Togolais doivent... Et avec nos frontières poreuses, on peut prendre des mesures pour canaliser tout ça? Oui, si on veut. Si on veut. Puisque déjà, qu'est-ce qui a amené cela? C'est une affaire de découverte de milliers de poissons morts dans le lac Toro au Bénin, oui. Une localité proche de la frontière togolaise. Oui, on peut. Vous savez, nous avons un système de renseignement, un service de renseignement très puissant dans ce pays. Partout dans le monde, c'est le Togo le meilleur. Hein. Ah bon? Oui. Parce qu'il suffit de faire quelque chose. Si ils veulent t'arrêter aujourd'hui, ils vont t'arrêter. Donc ça veut dire qu'ils sont les meilleurs. En tout cas, je suis Togolais, je ne peux que glorifier ce qui vient de chez toi. Voilà. Maintenant, pour ce qui touche la santé et les autres secteurs, je voudrais à ce que l'État ou bien ces genres de services développent cette intelligence pour pouvoir détecter les choses, pour permettre aux Togolais de vaquer librement à leurs occupations et d'être à l'aise. Et pour en venir, tenez-vous bien, mais est-ce qu'ils n'ont pas mené une enquête sur les écoles privées pour voir que ces écoles souffrent et de le proposer à l'État? Parce que les services ne sont pas là seulement pour sanctionner, ils sont là aussi pour faire des propositions, pour faire avancer le pays. Et donc, il va falloir qu'eux aussi fassent un rapport digne de foi pour dire, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, compte tenu de nos investigations, si vous ne subventionnez pas les écoles privées, ils vont fermer, enfin les fondateurs vont fermer ces écoles-là d'ici peu. Donc faites quelque chose pour... Parce qu'ils doivent jouer les rôles des oreilles et des yeux de l'État pour permettre à la population de bien vivre. Vous interpellez encore le gouvernement par rapport à... J'interpelle le gouvernement à ce que... D'abord, même les partis politiques ne sont pas subventionnés. C'est scandaleux. On doit subventionner ces partis pour qu'on aille sur le terrain, développer des thèmes, faire des séminaires. C'est ça qui fait grandir. Je vous dis, hein, si vous prenez votre valise, vous allez dans un pays européen, vous allez voir des séminaires. Mais dis donc, j'ai l'impression que les gens là ne vivent que sur les séminaires. Mais non, ce qu'ils partagent, c'est dans ça utile pour construire. Il va falloir que ça arrive au Togo. La société civile, enfin, l'organisation de la société, il faut les financer. Les partis politiques, il faut les financer. Après tout, chaque groupe a un cahier de charges et à la fin de l'année, on vient faire un rapport à l'État. C'est ça qui va faire grandir le pays. On revient pour conclure par rapport à la cargaison interdite au Togo. Non, c'est scandaleux. Je crois qu'ils ont bien fait. Et si quelqu'un passe par d'autres moyens pour les faire rentrer dans ce pays, bon, il y a déjà les dispositions qui sont déjà là, il faut les appliquer à ces commerçants véreux. C'est ça. Monsieur Bédi, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir honoré de votre présence. Je vous en prie. Merci également à vous, chers collègues qui m'avaient aidé à la réalisation de cette émission. Je ne saurais que vous quitter, vous, chers téléspectateurs, sans vous dire merci. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain, même heure, même fréquence. Au revoir.